Oh, bonjour apprenti voyageur et bienvenue à Poudlard. Ouais, non, dans All VHS. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à un film, mais à une saga, celle de l'apprenti sorcier le plus connu du monde entier. Je veux bien sûr parler De Harry Potter. de Harry Potter. Avant toute chose, je tiens à faire un point sur le choix de la saga et non du premier film. Dans cet épisode, on ne s'attardera pas sur les secrets tournages ou la production d'un seul Harry Potter, mais on s'intéressera plutôt à l'intégralité de la saga. Certes, les derniers Harry Potter sont récents et ne sont pas sortis officiellement en VHS, mais comme la majorité d'entre vous, j'ai grandi avec la saga, et c'est pour cette raison que je vais me pencher sur tous les films. Pour le gros pitch, l'œuvre créée par J.K. Rowling dans un train bondé nous raconte le combat de trois jeunes sorciers, Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley, face aux forces du mal dirigées par Lord Voldemort. Sachant que le VHS est une sorte de voyage... Tu peux pas résumer Harry Potter comme ça. Non, mais en fait, la vidéo serait trop longue si je devais... Cette série éponyme prend place dans un univers où la magie cohabite en secret avec le monde des Moldus. Harry Potter devient orphelin lorsque ses parents sont assassinés par Lord Voldemort, terrible sorcier noir tentant d'imposer sa haine des Moldus et des sorciers de sang impur. Il sera recueilli par sa tante et son oncle, tous deux Moldus et ayant un profond mépris pour la magie. Ainsi, Harry va passer 11 ans de sa vie dans l'ignorance de ce monde merveilleux, jusqu'au jour où il recevra sa lettre pour Poudlard. Plus que ses origines, Harry va trouver à Poudlard sa vraie famille, et peu à peu prendre conscience des dangers et des responsabilités qui pèsent sur lui et sur le monde de la magie. Au fil du temps, on apprend en même temps qu'Harry les formules magiques, les potions, mais aussi les liens sombres qui unissent le Lord Noir et notre héros. Bref, Harry Potter, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se retrouve dans un monde nouveau pour lui, où son nom est symbole de résistance face aux forces du mal. C'est une histoire complète et complexe, magique au-delà de la fiction. Sachant que le VHS est une sorte de voyage temporel à travers les films, changeons un peu les règles et voyagez avec moi dans les décors emblématiques de l'univers créé par J.K. Rowling. Avec une certaine voyageuse, il y a quelques mois j'ai pu visiter Londres, mais surtout le studio de Warner Bros consacré à Harry Potter. Certaines personnes pourraient se demander mais pourquoi un musée pour ces films et pas pour les autres? Eh bien la saga Harry Potter est un énorme carton pour la Warner Bros, rapportant plus de 7 milliards 700 millions de dollars dans le monde pour un budget total de 1,15 milliard. Sans parler de la vente des DVD Blu-ray et du merchandising. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le tournage du dernier Harry Potter fut bouclé, les studios se sont retrouvés avec une mine d'or d'objets, de décors et de costumes. Et connaissant l'énorme fanbase entourant les films, la Warner Bros a décidé de transformer un de leurs studios de Leavesden en musée. Pourquoi Leavesden? Parce que les tournages des films Harry Potter s'y sont déroulés pendant plus de 10 ans. Et ces studios permettaient la sauvegarde des décors qui étaient réutilisés dans les films Harry Potter. Ce qui permettait aussi à la prod de faire quelques économies. Pour vous donner une idée, le premier film a coûté 125 millions de dollars, le deuxième n'en a coûté que 100 millions. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, il fallait tout créer. Mais pour le tournage du second opus, qui au passage a débuté 3 jours après la fin du premier, il y a eu des réutilisations, et donc des économies. Mais revenons-en au studio en lui-même. Tout d'abord, la queue qui vous fera patienter vous mettra dans l'ambiance avec le fameux placard à balai sous les escaliers des Dursley. Vous accéderez ensuite à une pièce avec des guides qui vous indiqueront les règles des lieux, puis vous ferez face à une rétrospective de la saga dans une salle de cinéma. Et, comme par magie, l'écran du cinéma s'élève, nous dévoilant l'immense porte de la grande salle qui était cachée là depuis le début. Une personne dans le public est choisie au hasard pour l'ouvrir et c'est à ce moment-là que les guides vous lâchent et vous laissent déambuler là où bon vous semble. Alors attention, ce lieu ne se résume pas qu'à des immenses décors, il y a de tout entre ces murs. Des toits, des ponts, des maquettes, des sculptures, des costumes, des parties du décor et bien entendu des anecdotes. Par exemple, on apprendra que Daniel Radcliffe a utilisé plus de 150 paires de lunettes durant les 8 films. Ou bien on apprendra aussi une explication d'un effet, celui des balais volants, qui n'étaient pas si volants que ça, ou presque, et qui ressemblaient surtout à des balais accrochés à une grue devant un fond vert. Par contre, ce que l'on ne découvrira pas au studio, c'est que le casting britannique d'Harry Potter a porté préjudice à Steven Spielberg. Il voulait absolument lancer le projet avec Ali Joel Osment dans le rôle du célèbre sorcier. Vous savez, ce jeune acteur qu'on a tous connu dans Sixième Sens. I see dead people. Mais le fait qu'il soit américain posa problème. Avec son droit de veto, J.K. Rowling ordonna qu'il n'y ait que des acteurs anglais dans les films. Et Spielberg, qui voulait absolument tourner avec Osment, quitta le projet, et tournera au final AI Intelligence Artificielle, avec l'acteur, qui tombera aux oubliettes juste après. Mais sinon, au bout d'un couloir où est placardé de nombreuses photos de tournage, on se retrouve sur la voie 9/3. Une immense salle où est entreposé un énorme décor, et ce qui est génial, c'est qu'on peut visiter le Poudlard Express de l'intérieur. On ne peut pas rentrer dans les cabines certes, mais le couloir principal suffit à profiter du lieu. Sans oublier les à côté du décor où vous pourrez vous prendre en photo en faisant semblant de traverser les murs de la gare de King Cross, valise à la main. Ou bien de revivre l'expérience d'un détraqueur qui débarque dans le train comme dans le troisième volet. La particularité de cet endroit, c'est que nous ne faisons qu'un avec les décors. Nous y entrons comme les acteurs y sont entrés.
Pas tous les décors évidemment, pour des soucis techniques comme la salle des potions ou le terrier qui ont l'air assez fragiles. Mais vous pourrez rentrer dans le bureau d'Albus Dumbledore, ou bien marcher sur le chemin de traverse par exemple. Et on se rend vite compte que tous ces lieux ont été créés. Du quartier des Dursley à l'école de Poudlard, qui n'est en fait qu'une maquette à l'échelle 1/24 pour les séquences en extérieur. Et qui dit voyage entre les murs emblématiques de l'univers Harry Potter dit bière au beurre. Oui, on peut goûter la bière au beurre. Vous savez, cette fameuse bière que tous les sorciers s'arrachent, cette fameuse bière au goût délicieux, un soi-disant mélange de beurre et de sucre roux. Une gorgée, vous voyez... Non, c'est dégueulasse. On dirait boire du champomis premier prix sous une couche de chantilly bien industrielle. Pardon. Par contre, ce qui est cool, c'est la fin du parcours, la boutique et donc le choix de la baguette. Coucou! Avant de quitter les studios de Lisden, je pensais un peu perdre cette magie qui entoure les films d'Harry Potter, avec tous ces fonds verts utilisés, ces objets entassés en un seul lieu. Et pourtant, non. Ça m'a donné un autre regard sur les films et un sentiment d'avoir bouclé la boucle. Harry Potter, c'est quand même presque 10 ans de cinéma. Et même si je ne pleure pas devant un film, sauf pour le retour du roi, ça m'a fait tout drôle à la fin du tout dernier volet de me dire « Bon bah ça y est, Harry Potter au cinéma, c'est terminé ». Et en visitant le studio, on vous laisse paraître un sentiment de grande famille, comme si on avait tous posé une pierre à l'édifice. Comme si la magie d'Harry Potter était encore là. Et pour longtemps. Et ça marche. On a tous un Harry Potter préféré. Et d'après le sondage que j'ai mis en place, vous êtes plus de 30% à préférer le 3e volet. Et je vous rejoins là-dessus. Et réalisé par Alfonso Cuarón, à qui l'on doit récemment Gravity, je trouve que c'est le film qui se démarque le plus des 8 autres. Que ce soit par sa réalisation, sa musique, et j'en passe. Et toujours selon vous, le 4e film, Harry Potter, la Coupe de Feu, arrive en 2e position. Et personnellement, je hais ce film. Je sais qu'il ne faut pas juger les films par rapport au livre, mais étant mon 2e bouquin préféré de la saga derrière le premier, je trouve qu'ils ont mal pioché dans l'intrigue. Et en plus, je trouve la photographie mais d'une mocheté. C'est dommage. Mais sur les films, n'en détestez qu'un, c'est pas si grave. On verra ce que donnera les animaux fantastiques, qui ne me hype pas du tout. Je conclurai cette partie par une citation. Pour George Lucas, la magie est l'un des piliers du cinéma. Et elle se matérialise dans le monde réel par les effets spéciaux. Ce qui fait sens au cinéma fantastique. Il suffit de retirer la corde à un équilibriste pour lui donner l'impression de voler à l'écran. Ouais, non, je trouvais cette citation cool, mais je savais pas où la mettre avant, donc... Bref, j'espère que vous avez trouvé ce petit détour intéressant, voyageurs, et qu'il vous aura peut-être donné l'envie d'y aller un jour. Qui sait? À mon sens, Harry Potter ne se résume pas qu'aux films. Comme beaucoup de jeunes, à mon époque, je lisais les livres, et j'attendais avec impatience la sortie des futurs bouquins. J.K. Rowling a réussi à m'intéresser à la littérature, à façonner mon imagination en lisant des lignes de texte. Ce n'est pas rien. Et je serais curieux de savoir combien de jeunes lisent aujourd'hui de la littérature jeunesse. La sortie des films était une consécration qui nous permettait enfin de donner un visage aux personnages, mais aussi de découvrir d'autres choses qu'on ne peut pas voir ou entendre et qu'il est difficile de s'imaginer. Harry Potter, ce sont des livres, des films, des pièces de théâtre, mais aussi une musique. Une musique qui, à mon sens, rassemble tous ces arts en un. Quand on lit un livre après avoir écouté cette musique, c'est comme si elle résonnait au fin fond de notre esprit. Et cette musique qui a bercé notre enfance jusqu'à aujourd'hui, eh bien je vais lui rendre hommage, en laissant Guillaume de la chaîne Révision de nos classiques vous en parler. Harry Potter. Vous l'avez tous en tête cette musique, pas vrai? Cette petite mélodie envoûtante au début de chaque film. Est-ce que vous saviez qu'on la doit à la même personne qui a composé les musiques de Star Wars, Indiana Jones ou encore Jurassic Park? Oui, c'est Monsieur John Williams. Et tenez une petite devinette pour vous. Connaissez-vous le point commun entre Harry Potter et John Williams? Eh bien c'est leur arme, la baguette, et elle est tout aussi magique pour l'un que pour l'autre. Mais revenons à la musique. Analysons un peu le thème principal de la saga Harry Potter, le Hedwig thème, celui qui nous a tous tant marqués. Et pourquoi d'ailleurs est-il si marquant? Eh bien tout d'abord, il y a ce délicat son de clochette que l'on entend tout au début, qui vient d'un instrument qu'on appelle le Célestat. C'est d'ailleurs l'un des instruments de prédilection de John Williams qu'on retrouvera dans de nombreuses de ses œuvres. Son timbre associé à ses harmonies mineures lui donne un aspect mystérieux mais aussi juvénile, candide, enfantin, celui qui vous rappelle peut-être la berceuse de votre enfance. Voilà qui accroche tout de suite votre oreille et fait qu'il est impossible ensuite d'oublier cette musique. Et ce climat de douceur mystérieuse, cette lente avancée vers on ne sait quoi, qui va se retrouver emporté par les corps puis les violons dans une tourbillonnante valse magique. Vous voici arrivé dans le monde des sorciers. Et sans même avoir vu encore une seule action du film, vous êtes déjà pris en otage, marqué à vie par l'univers de Harry Potter. Si vous tendez bien l'oreille, vous remarquerez qu'au fil du premier film, mais aussi tout au long de la saga, la musique va s'assombrir au rythme de l'intrigue.
L'orchestre se délite et s'alourdit, la musique est syncopée, on ajoutera même des formules magiques et des bruits de sortilège dans Le Prisonnier d'Azkaban, avec le Lumos Maxima de Harry qui appelle la lumière, tandis que la musique de générique n'a jamais été aussi sombre. Intéressant, n'est-ce pas? Une preuve de plus que la musique et l'image sont toujours liées, au cinéma bien plus qu'ailleurs, et c'est sans doute ce qui fait là toute la magie du 7e art. Voilà, cet épisode de VHS s'achève sur ces mots. Je ne peux que vous encourager à aller faire un tour sur sa chaîne si vous êtes friand de musique classique ou bien juste curieux. Il y a un boulot monstre derrière chacune des vidéos qu'il réalise avec l'aide de son confrère Aurélien. Alors allez-y, vous ne serez pas déçus. Loin de là. J'en profite aussi pour remercier Oriane de la chaîne du Canapé pour sa participation et son engouement autour de cet épisode. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, elle anime avec l'aide de Thomas une émission très cosy autour du jeu vidéo que je vous encourage très fortement à suivre, si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, merci à Dimitri de la chaîne Flim. Allez vous abonner à sa chaîne, il y a du nouveau qui arrive. Sans oublier Anna, sans qui cet épisode n'aurait jamais existé. Vous trouverez les liens de leurs chaînes respectives dans la description, tout comme mon Facebook, mon Twitter pour suivre l'avancée des futures vidéos. Et si jamais je dois faire un nouveau sondage, c'est là-bas qu'on se retrouve. On se quitte ici, voyageurs. À bientôt et restez nostalgiques.